Dilma Rousseff vit-elle ces derniers jours à la tête du Brésil? La présidente est lancée dans une course contre la montre pour éviter sa destitution. Sa coalition a éclaté hier. Son allié, le parti centriste PMDB, a claqué la porte. Dilma Rousseff est accusée d'avoir maquillé les comptes de l'État pour dissimuler les déficits publics en 2014 afin de se faire réélire. On en parle avec Christophe Ventura. Bonsoir. Bonsoir. Associé à l'IRIS, spécialiste de l'Amérique latine. Mais d'abord, on va revenir plus précisément sur cette tempête politique au Brésil avec la correspondance de François Cardona. C'est un coup dur pour la présidente brésilienne. Dilma Rousseff est désormais seule, isolée. La procédure de destitution lancée contre elle par l'opposition risque de s'accélérer en recevant l'appui de ses anciens alliés. La présidente affronte depuis des semaines des manifestations monstres qui réclament sa démission et une bataille au Parlement avec un nombre croissant de députés qui demandent la destitution de la présidente. Dilma Rousseff, cernée de toutes parts, a déjà annoncé que jamais elle ne démissionnerait. Mais avec la sortie de son principal allié de son gouvernement, sa destitution pour avoir maquillé les comptes publics devient envisageable et c'est déjà une victoire pour l'opposition qui veut contraindre Dilma Rousseff au départ. L'incertitude est grande ici au Brésil. Le pays est au cœur d'une crise politique sans précédent, aggravée par un scandale gigantesque de corruption dans lequel tous les partis politiques sont impliqués. Face à la menace de destitution qui pèse sur elle, Dilma Rousseff dénonce un coup d'État institutionnel. À quelques mois des Jeux Olympiques, le Brésil vient d'entrer dans une zone de forte turbulence. On l'a compris, Dilma Rousseff n'a plus de majorité et plus que quelques jours pour convaincre les députés de ne pas voter pour sa destitution. Est-ce mission impossible ? Alors, il y a deux processus en cours. Le premier, c'est celui de la destitution, effectivement. Le président de la Chambre des députés, M. Eduardo Cunha, qui lui est directement accusé désormais dans l'affaire dite Petrobras, contrairement à Mme Rousseff et Lula, dont des juges ont des suspicions, mais qui ne sont accusés de rien matériellement à l'heure où on se parle. C'est important de le préciser pour ne pas être trop dans le trouble. Mais le président, lui, de l'Assemblée, a 5 millions d'euros sur des comptes en Suisse qui ont été découverts. Et c'est lui, pourtant, qui lance la procédure de destitution contre la présidente. Une commission de 65 députés, plutôt à sa main, en quelque sorte, vont étudier la culpabilité ou pas de la présidente avant de soumettre lui ensuite... n'est pas inquiété, le président de l'Assemblée. Ses jours sont comptés, ses heures aussi sont comptées au poste de l'Assemblée nationale. Il faut savoir que dans les 65 députés, 36 font aussi l'objet de signalements dans l'affaire Petrobras. Donc on voit bien que dans un processus qui est quand même assez complexe et où les procédures judiciaires frisent, il y a une porosité avec les règlements de compte politiques. On rappelle rapidement que l'affaire Petrobras, c'est une affaire de financement de partis politiques et que beaucoup de personnalités politiques sont touchées. En fait, pour le dire de manière assez simple pour nos téléspectateurs, on pourrait dire que l'affaire Petrobras au Brésil est un peu l'équivalent de ce que la France a connu avec l'affaire Elf à son époque. C'est-à-dire que ça nous rappelle une chose, le problème de fond du Brésil, c'est que vous avez un système politique qui ne bénéficie pas de système de financement public de la vie politique. Donc, ce sont les entreprises, le secteur privé qui financent directement les campagnes électorales. Système des valises, quoi. Donc, on appelle ça de la corruption par définition. Et effectivement, tous les partis politiques, il y en a 25 au Congrès des partis politiques, tous sont certainement et sont visés dans l'affaire Petrobras, que ce soit le Parti des travailleurs de la majorité présidentielle et que ce soit les principaux partis d'opposition qui aujourd'hui lancent les offensives contre Mme Rousseff. Mais le fond de l'affaire, c'est que l'opinion publique est excédée par tout le système politique, en fait. Absolument. Il n'y a pas que Dilma Rousseff. Non, c'est ça le fond de l'affaire, c'est qu'il y a un rejet massif de la population, de la classe et des représentants politiques brésiliens, surtout à un moment où cette population doit se serrer la ceinture parce que les conditions économiques du pays se dégrade fortement depuis 2 ou 3 ans et qu'aujourd'hui, tout ce qui avait fonctionné dans les années précédentes en termes de politique économique, de politique sociale, de lutte contre la pauvreté et les inégalités qui avait été la marque de fabrique des gouvernements du Parti des travailleurs de M. Lula et puis de Mme Rousseff, eh bien, tout saute. On arrive maintenant à un moment où ça s'enraye parce que l'économie va mal, en récession, moins de 3% de récession. Tout ça étant lié à la dégradation des exportations de matières premières et des cours de matières premières dont c'est la principale ressource économique, si vous voulez, du Brésil, en particulier vers la Chine, qui connaît une décélération économique. Donc le Brésil prend ça de plein fouet et ça se traduit par une situation économique et sociale qui se dégrade. Et donc la population, dans ces conditions, a une tolérance qui est désormais proche de zéro par rapport à des phénomènes de corruption qui, par ailleurs, il faut le regretter, existent au Brésil depuis que le Brésil est Brésil. Ce n'est pas du tout nouveau.
Et pour en revenir à Dilma Rousseff, il y a cette affaire, cette vaste affaire de corruption, elle est concernée indirectement, et puis il y a ces accusations plus directes sur le maquillage des comptes publics pour sa réélection. C'est un peu complexe, je vais essayer d'être le plus simple possible. Il y a deux choses différentes. Il y a des accusations, des gens disent nous pensons que Mme Rousseff fait partie du scandale, mais il n'y a aucune preuve et rien n'est avéré. Elle n'est pas mise en examen, pour le dire, dans un contexte judiciaire français. Aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a rien de prouvé qui instruit une charge contre elle. Pas du tout. Alors après l'affaire des comptes, bon, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle a fait de la cavalerie de trésorerie. Voilà ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'elle a emprunté de l'argent à des établissements publics, à des banques publiques qui appartiennent à l'État, pour financer et construire son budget qu'elle a présenté au Congrès. Donc on reporte en quelque sorte les déficits avec des emprunts faits à des banques publiques. En réalité, cette procédure, cette pratique est courante au Brésil et elle a été faite avant elle par le gouvernement précédent, quelles que soient les couleurs politiques par ailleurs. Pourquoi elle pose problème aujourd'hui ? Parce que je pense qu'il faut comprendre que ce qui est en train de se passer, ça se passe dans un contexte éminemment politique. Et qu'il y a... Il y a une cabale anti-Rousseff ? Il y a manifestement une cabale anti-Rousseff qui a aussi un terrain sur lequel elle peut prospérer, puisque Mme Rousseff a beaucoup perdu en popularité. Mais le fond de la perte de popularité de Mme Rousseff, au départ, c'est le fait qu'elle a été élue en 2010, puis en 2014, sur un programme de continuité des politiques sociales qui avait été celle de Lula au précédent, et que quand elle est arrivée au pouvoir en 2014, elle n'a en réalité que très peu mis en place ce programme plutôt favorable aux intérêts des secteurs populaires, parce que précisément la crise est arrivée et qu'elle a plutôt mis en place des politiques que nous on qualifie en France de rigueur ou d'austérité, qui font qu'elle s'est assez coupée de ses propres bases. Et donc à ce moment-là, toutes ces affaires-là rentrent dans ce contexte-là, et il y a une possibilité pour ses opposants de mettre en place, d'utiliser des irrégularités ou des choses qui sont d'un point de vue juridique semble-t-il discutables, même s'ils ont été pratiqués avant, pour lancer des offensives contre elle. C'est d'ailleurs aujourd'hui le fond de l'affaire, puisque ce qui se passe au Brésil, c'est que la population est en train de se polariser entre les anti et ceux qui demandent le respect de la légalité démocratique. Mais est-ce que, si la procédure de destitution est validée par les députés, est-ce que si le Sénat bien la valide, on ira jusqu'au bout ? Elle sera destituée. C'est un scénario que nous ne pouvons plus exclure. Aujourd'hui, je ne lis pas dans les mares de café, mais ce scénario est tout à fait plausible. Et à quelle échéance, tout ça ? Là, on aura mi-avril le vote de la Commission. On a 45 jours pour la procédure entière. Donc on peut, d'ici un peu moins d'un mois, peut-être avoir une procédure de destitution qui sera actée. D'autant que dans le fameux congrès, je vous dis, il y a 25 partis représentés. La coalition pro-gouvernementale, c'est 9 ou 10 partis. 10 partis, pardon. L'opposition, c'est la même chose. Donc tout ça vacille. Vous parliez à juste titre du PMDB, du parti de centre, qui a lâché Mme Rousseff hier. On vient d'apprendre, juste avant que je rentre sur votre plateau, que les ministres qui sont membres du gouvernement annoncent qu'ils resteront au gouvernement et qu'ils ne partiront pas du gouvernement. Ça devient encore la politique brésilienne est très compliquée à comprendre parce qu'elle est faite de beaucoup d'opportunisme électoral. Ça peut gêner les JO pour cet été, tout ce système politique qui s'enraye. A priori, les JO vont se tenir. Je pense que les JO se teniront au Brésil, mais est-ce que ce sera le même gouvernement ou pas ? Je ne le sais pas. Il est possible que ce soit plus le même gouvernement, du fait de la destitution dont on parle, mais aussi du fait justement de cette fin de la coalition, de la majorité pour le gouvernement. En fait, ce qu'ils espèrent, c'est que s'ils n'arrivent pas à la destituer, ils essaieront qu'elle renonce au pouvoir en quelque sorte parce qu'elle n'aurait plus de majorité. C'est ça les deux voix aujourd'hui utilisées par les opposants à Dilma Rousseff. Mais les deux scénarios peuvent tout à fait marcher. Il faut suivre ce qui va se passer dans les jours qui viennent, en particulier demain, parce que demain, il y a une manifestation de ceux qui soutiennent la légalité démocratique. Si cette manifestation est très importante, peut-être qu'elle relancera encore les points de vue des uns et des autres ou pas. Ou si elle n'est pas très importante, peut-être qu'elle donnera à l'opposition l'envie d'aller jusqu'au bout très vite. Et ça peut être effectivement le cas d'une chute du gouvernement de Mme Rousseff, pour ensuite quelque chose où vraiment on rentrera dans l'inconnu avec des acteurs qui sont tous dans des situations quand même assez compliquées, ne serait-ce qu'au regard de ce fameux scandale Petrobras. Oui, qui touche de nombreux partis. On a bien compris l'exaspération de la rue face à ces hommes politiques ou femmes politiques corrompus, mais est-ce que face à Dilma Rousseff, il y a une personnalité qui émerge dans l'opposition ? Aujourd'hui, non.
Il n'y a pas de personnalité qui émerge ou qui s'imposerait dans la vie politique brésilienne, que ce soit dans le camp du Parti des travailleurs ou dans le camp des partis d'opposition. Il y a une classe politique qui, dans son ensemble, est plutôt rejetée, fait l'objet de beaucoup de courroux, de critiques d'une population, surtout, je vous dis, qui aujourd'hui est de moins en moins tolérante à mesure que ses conditions d'existence à elle redeviennent de plus en plus compliquées. Mais est-ce que Dilma Rousseff ne s'est pas rajouté des scandales en plus de ses propres affaires? Quand elle a tenté de nommer Lula directeur de cabinet, eh bien, cette stratégie a été interprétée comme une aide à Lula pour l'empêcher d'avoir des poursuites judiciaires. Alors effectivement, en fait, elle proposait de nommer ce qu'on appelle secrétaire de la Casa Civil, c'est-à-dire Premier ministre, grosso modo, qui ne permettait pas à Lula, comme on a pu l'entendre parfois, d'échapper à la justice. Non, il n'échappe pas à la justice. Une fois qu'il est ministre, il aurait été écouté par le tribunal suprême fédéral, par une juridiction spécifique, un peu comme pour les ministres en France, mais il serait passé devant la justice de toute façon, il va passer devant la justice pour être entendu, donc il n'aurait pas échappé, simplement il échappait à un juge de première instance, qui est M. Moreau, qui de fait, d'ailleurs, lui s'est fait dessaisir du cas Lula, puisqu'il a quand même divulgué des écoutes, ce qui est illégal, il a violé la Constitution, et donc c'est illégal. Restez dans les grands rails, parce que sinon on va s'y perdre un peu. Le Brésil est en mauvaise posture. Comment est-ce que vous voyez la suite des événements? Crise politique, crise économique? Indéniablement les deux. Crise économique, c'est sûr. Le Brésil va continuer de vivre dans une récession importante, moins 3%. Tous les signaux sont au rouge de l'économie brésilienne, trop dépendante, encore une fois, de la croissance des autres, en quelque sorte, de nous, des Chinois, des États-Unis, etc. Donc ça va être la toile de fond permanente, et la crise politique va continuer de se développer sans qu'on en connaisse en réalité l'issue à ce jour. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Christophe Ventura, pour décrypter cette tempête politique au Brésil.